Bon, ce soir, j'avais proposé, mais ce n'est pas passé dans l'agenda, de dire que je parlerai de la façon dont Lacan a lu Jacobson. Puisqu'on a parlé de Jacobson précédemment, en octobre et novembre, et de montrer comment Lacan l'a lu. Alors, il y aura évidemment ce soir pas mal de redites de ce séminaire depuis le début, puisque beaucoup de choses étaient déjà venues. Mais au fond, je me suis dit que ce n'était pas si mal de reprendre, récapituler certaines de nos petites avancées, de sorte que on sache un peu où on va dans cette approche Lacan-Jacobson. Pour ceux qui avaient déjà tout ce que je vais dire en tête, je m'en excuse, et puis pour les autres, ce sera ouvert à la discussion. L'importance de l'œuvre de Jacobson pour Lacan, c'est marqué en deux temps. On pourrait dire la découverte de la linguistique structurale, mais aussi, étonnamment, le franchissement des limites de la pensée structurale. Présence donc de Jacobson tout au long de l'œuvre de Lacan. Deux temps chronologiques, d'une part, disons 1957 et 1970. Et puis, la suite date de 1970, la dernière lancée décisive du séminaire et des écrits. Mais surtout deux temps logiques, enchevêtrés, où Lacan tire à lui le concept de structure et simultanément l'intranquillise pour en venir au primat théorique et clinique de la jouissance. En 1957, Jacobson publie un livre qui s'appelle, en anglais, Fundamentals of Language. Et ce livre est composé de deux parties. La première, phonologie et phonétique, avec son chapitre 3 qui s'appelle l'identification des traits distinctifs. Texte et titre mémorables dont je vous ai parlé en octobre. La seconde partie de Fundamentals est le texte sur les aphasies, auquel je vais venir dans un instant, et d'où Lacan tire le fameux doublet métaphore-métonymie. Toujours en 1957, un texte de Jacobson est à signaler, son texte sur le verbe dans la grammaire de la langue russe. En 1957, Lacan prononce puis écrit l'instance de la lettre. Puis en décembre, il écrit la question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, où sont utilisées les catégories du texte sur le verbe russe pour décrypter le délire de Schreber. En 1960-1961, le séminaire L'identification refond la théorie freudienne de l'identification à partir de la notion de trait. Le trait distinctif jacobsonien devient le trait unaire lacanien. Nous allons voir que ces emprunts sont chaque fois transformés et repensés par Lacan pour en faire des concepts de la psychanalyse. En 1970, c'est Radiophonie. En 1972, l'étourdi et en 1973, le séminaire encore. J'ai montré au début de ce séminaire, en 2018, que la troisième réponse de Radiophonie pouvait être prise comme introduction au concept de la langue, en ce qu'elle est une réécriture de l'instance de la lettre. Elle marque la mise des concepts de métaphore et de métonymie sous le primat de la jouissance et ainsi la sortie de la théorie de l'inconscient hors des préceptes du modèle structural. Dans ces mêmes années, Jacobson, en 1972 plus exactement, vient au Collège de France et prononce des conférences sur la poétique. Lacan l'invite alors à son séminaire et lui dédie, en sa présence, la deuxième leçon du séminaire encore.
La poétique de Jacobson inspirera le second temps, le mouvement de ce second temps de l'enseignement de Lacan, où le concept de la langue désigne et réalise le lien du signifiant et de la jouissance. Voilà comment je pourrais introduire le propos de ce soir. Alors venons-en tout de suite au texte sur les aphasies de 1957. On va commencer par lui puisqu'il est le support de l'instance de la lettre. Ce texte de Jacobson sur les aphasies fait suite à une enquête approfondie qu'il a menée à partir de 1939, quand il a quitté sous la pression nazie la Tchécoslovaquie et s'est réfugié en Suède, avant d'aller aux États-Unis, une enquête approfondie sur le langage enfantin et les aphasies mises en parallèle du fait d'une thèse audacieuse de Jacobson et qui est sa découverte. Cette thèse, je le cite pour la résumer, la régression graduelle du système phonologique chez les aphasiques montre régulièrement, sous forme inversée, l'ordre des acquisitions phonologiques de l'enfant. Je ne m'attarderai pas ce soir sur la description clinique des deux types d'aphasie, car Lacan ne le fait pas, se centrant sur ce qu'elle révèle d'une double structuration du langage selon la métaphore et la métonymie. Je réserve une mention de cette clinique des aphasies pour le séminaire de juin. Nous pourrons reprendre aussi l'essai du jeune Freud de 1891 sur les aphasies, dont Jacobson a été un des rares lecteurs. Lacan a lu cet article sur les aphasies dans sa version anglaise. En 1957, il en parle dès le séminaire 11, c'est-à-dire qu'il l'avait lu en fait en 1956, dans la leçon du 2 mai 1956, où il fait une sorte de première version de l'instance de la lettre en un séminaire et cite à ce moment-là, dit-il, un linguiste de nos amis comme référence de son travail dans ce séminaire sur métaphore et métonymie. J'ai su par une communication personnelle, 2004, je crois, de M. Adler, que Lacan avait demandé à ce monsieur, qui était alors le répétiteur de philosophie de sa fille Judith, de traduire l'article de Jacobson. Donc, Lacan en était informé dès 1956 et l'avait, je suppose, eu sous forme de manuscrit de la part de Jacobson et avait demandé à ce jeune homme de traduire le texte d'anglais en français. Restons à ce qui est essentiel alors pour Lacan, les deux axes du langage. Ces deux axes du langage, concurrence d'entités simultanées d'une part, concaténation d'entités successives de l'autre. Alors, je vous ai préparé un tableau pour, alors je ne sais pas, ça se voit ça, est-ce que ça se voit sur Zoom? Non. On peut vous l'envoyer par mail hein, si vous voulez demain. Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit Non. pas? Non. Bon, tant pis. Il faut grossir, alors, pas comment faire. Capture d'écran, non? Capture d'écran? Tu sais faire ça, Bernard? Tu le mets de... Ah non. Non. Ouais, alors, il faudra l'envoyer par mail demain. Je crois qu'une personne est en train de faire quelque chose avec. Qu'elle va faire? Ah, un secret technique, une photo. Alors, je vous ai fait ce tableau parce que c'est le tableau des deux axes du langage qui reprend ce que je viens de vous dire
concurrence d'entités simultanées, concaténation d'unités successives, mais qui en donne plus de précision. Vous avez entendu déjà parler de tout ça, bien sûr. Donc il y a, en quelque sorte, j'ai mis à gauche l'axe paradigmatique et à droite l'axe syntagmatique. L'axe paradigmatique, Jacobson disait qu'on pouvait représenter verticalement, tandis que l'axe syntagmatique, on pouvait le représenter horizontalement. Verticalement pour ce qui est simultané et horizontalement pour ce qui est successif. Donc, il y a une concurrence d'unités simultanées similaires qui sont les sons du langage. C'est l'axe paradigmatique, c'est-à-dire l'axe de sélection des phonèmes. Et puis, il y a l'axe des successivités, dit syntagmatique, puisque syntagme, c'est une suite organisée de mots suivant les règles de la syntaxe et de la grammaire, la chaîne signifiante, si vous voulez. D'une part, du côté simultané, on a les phonèmes, d'autre part, du côté successif, on a les syntagmes ou les phrases. Du côté des phonèmes, l'axe dit paradigmatique, c'est, dit Jacobson, une sélection entre les sons permettant de composer des phonèmes in absentia. C'est l'un se met si l'autre n'y est pas. Tandis que du côté de la combinaison, c'est in presentia, puisque dans une phrase ou dans une expression, une proposition, comme on dit en grammaire, je suis dans la pièce, il y a une successivité, donc les différents éléments linguistiques sont in presentia. Du côté paradigmatique, la règle, c'est la substitution. Si je dis gâteau, je ne dis pas bateau, c'est le phonème g y est, si le phonème b n'y est pas. Substitution. Du côté, au contraire, syntagmatique, c'est une règle de juxtaposition, qu'on appelle aussi de contexte. Du côté de la substitution paradigmatique, les phonèmes, on a ce que Saussure nomme une série mnémonique virtuelle. L'opposition des phonèmes entre eux, le choix, suppose une virtualité, tandis que dans la juxtaposition horizontale, syntagmatique, c'est une série effective, dit Saussure. La façon dont Jacobson, lui, en parle, à propos de la substitution des phonèmes de l'axe vertical, il parle d'une relation interne de similarité qui sert de base à la substitution, similarité entre les différents répertoires phonologiques, les voyelles d'une part, les consonnes de l'autre, tandis que du côté de la chaîne, de la concaténation, il y a, dit Jacobson, relation externe de contiguïté qui unit les constituants d'un contexte, qui les unit grammaticalement. Du côté gauche phonologique, on a la sémantique. Du côté droit syntagmatique, on a la syntaxe. La syntaxe. Du côté gauche paradigmatique, c'est la série dite métaphorique. Du côté droit syntagmatique, c'est la série dite métonymique. Et l'opération de Lacan dans l'instance de la lettre, c'est de ponctuer ces deux séries par les deux grands concepts de l'interprétation du rêve, condensation du côté paradigmatique et métaphorique, déplacement du côté métonymique, syntagmatique. Donc voilà la série qui est proposée, la double série
des deux axes du langage qui aboutissent et qui se résument dans le texte sur les aphasies par les notions constitutives du langage pour Jacobson de métaphore et de métonymie. Le coup de force de Lacan dans la lettre, c'est de ponctuer ces deux séries que Jacobson centrait sur métaphore et métonymie en établissant une équivalence entre la métaphore et la condensation et la métonymie et le déplacement. Autrement dit, le coup de force de l'instance de la lettre, c'est de faire une équivalence entre les concepts constitutifs de la langue, suivant Jacobson, du langage, et les processus primaires freudiens. Voilà l'opération de 1957. Je pense que vous... Oui. Alors, chers amis, sur l'écran, dans l'espace de discussion, je ne sais pas ce que c'est, mais vous, oui, vous avez reçu la photo du tableau. Oui, mais on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Et pourquoi vous ne pouvez pas l'ouvrir? C'est mal, ça? En tous les cas, moi, je n'y arrive pas. Il est noté qu'il est peut-être endommagé. Mais on s'arrangera peut-être une autre fois. On va le mettre de toute façon sur Enotia, hein. Mais il aurait été agréable. Je pensais que je pouvais vous le montrer ce soir, mais ce n'est pas comme ça. Bon. Donc, vous avez déjà entendu parler de ces deux axes du langage. Vous pouvez vous rappeler l'édifice jacobsono-lacanien qui, au fond, est le grand coup de force de l'instance de la lettre, resté comme tel. Alors, on peut noter d'emblée que l'axe paradigmatique ou métaphorique, l'axe de la phonologie, celui de la sélection des traits distinctifs qui constituent un phonème, fournit le modèle le plus pur du différentiel linguistique. C'est plus frappant sur le plan de la différence de faire comme le fait Jacobson, citant Alice au pays des merveilles, lorsque le lapin lui dit « Did you say pig or fig ?» Là, on a le différentiel phonématique entre le cochon et fig, qui veut dire bien des choses, et entre autres, va te faire foutre, qui se livre immédiatement. Tandis que si je fais une phrase, par exemple, où je conjugue, je dis je lui prends sa valise, il y a des différences entre je et lui, par exemple, qui sont au nominatif et à l'accusatif, au cas sujet et au cas complément d'objet, sa valise complément d'objet et lui complément indirect. Et ce sont des différentiels qui permettent de construire une phrase qui se lit, mais c'est un différentiel, merci, moins immédiatement sensible que le différentiel phonologique. Le différentiel grammatical est fondamental pour le langage, reste que le différentiel phonologique a en quelque sorte toute la force d'impact du sonore et qui est au fond plus forte, plus nette que l'impact de la règle grammaticale. Jacobson, qui est le promoteur de la phonologie structurale, marque donc d'emblée, dans sa période, disons, strictement linguistique, une prédilection pour la dimension sonore du langage et ce qu'il appellera plus tard la polyphonie de la langue. Cela préfigure déjà, à mon avis, une orientation vers la fonction poétique. Alors, l'analyse clinique du texte sur les aphasies décrit les atteintes aphasiques selon les pertes de chacune des deux fonctions dans un ordre croissant de gravité de la perte. Cela aboutit dans l'aphasie de la similarité, c'est-à-dire
l'impossibilité de cerner un phonème, à la réduction pour le sujet à ce qu'aucun mot ne soit plus récupérable et que l'aphasique de la similarité, c'est-à-dire du phonème, ne puisse plus dire que machin ou chose à la place de chaque mot, dans son état le plus grave. Pour l'aphasique de la contiguïté, celui qui peut trouver des mots mais qui ne peut pas faire de phrases, cela atteint ce que Jacobson appelle une agrammaticalité. Nous reprendrons tout cela en juin et j'annonce tout à l'heure pour conclure de quoi se composera ce séminaire de juin. Mais d'ores et déjà, notons qu'une notion comme agrammaticalité nous rappelle certaines caractéristiques de la langue telle que la poésie nous l'a fait saisir précédemment. La grande poésie d'avant-garde du XXe siècle en particulier. Une seconde référence au texte de Jacobson est à l'œuvre dans l'instance de la lettre. C'est une thèse qui appartient alors cette fois au domaine des études de littérature et de poésie de Jacobson, qui est son domaine d'élection depuis toujours, comme nous l'avons déjà dit. Il s'agit de sa distinction entre la poésie, essentiellement la poésie romantique et symboliste du XIXe et du début du XXe, où règne, selon lui, la métaphore, tandis que la métonymie serait prédominante dans le roman réaliste, avec ses descriptions méticuleuses d'objets, de lieux, de traits, de caractères, de vêtements, etc. Cela recoupe le phénomène des aphasies, puisque s'y fait un choix alternatif où le métonymique est substitué au métaphorique qui fait défaut. Par exemple, le malade qui ne peut trouver le mot noir et dit « c'est la couleur qu'on met aux enterrements ». Et inversement, les mots isolés dans l'autre type d'aphasie qui flottent là où l'aphasique ne peut plus faire de phrase. C'est pourquoi la dualité poésie-roman va inspirer l'instance de la lettre, tout particulièrement pour passer des concepts jacobsoniens aux concepts freudien ou l'inverse. Ainsi, l'équivalence condensation freudienne, métaphore jacobsonienne repose quasiment sur un jeu de mots chez Lacan. En effet, en allemand, condensation se dit Verdichtung. Il comprend le mot Dichtung, qui veut dire poésie. Condensation est donc inversée du côté métaphorique, puisque la poésie est essentiellement le règne de la métaphore. Voilà comment, dès l'instance de la lettre, c'est sur un simple jeu de mots que l'équivalence condensation-métaphore s'opère. Là, je vais quitter l'instance de la lettre et en venir à l'autre article de Fundamentals of Language, qui est phonologie et phonétique, et que l'on trouve en français comme 6e chapitre du premier tome des essais de linguistique générale. Dans ce chapitre, phonologie et phonétique, Jacobson fait sa grande trouvaille de linguiste, les traits distinctifs. C'est ce dont je vous ai donné les grandes lignes en octobre. Je rappelle seulement que les traits sont les constituants ultimes du langage. C'est par leur différenciation que sont construits les phonèmes de la langue, qui sont des bundles, disons, des bundles, des faisceaux, bouquets ou essaims de traits.
Si l'on considère comme un mot, comme un ensemble, il est constitué de sous-ensembles, de syllabes. La syllabe elle-même est constituée de sous-ensembles, de phonèmes, et ces phonèmes ont pour sous-ensemble ou sous-multiples, dit Jacobson, à la page 119 des essais, les traits distinctifs. Il dit ainsi qu'il y a une sorte d'échelle de liberté. Au niveau des traits distinctifs, on a très peu de liberté. Les phonèmes se constituent à partir d'eux, mais progressivement, au fur et à mesure que l'on progresse dans cette échelle, de la syllabe jusqu'au mot, il y a des jeux qui sont possibles, que Jacobson appelle degré de liberté. Les phonèmes d'une langue s'organisent en C, consonne, et V, voyelle. C et V. On a des phonèmes en CV, on a des phonèmes en CVC, consonne, voyelle, consonne. On a des phonèmes seulement en V, en voyelle, et on a des phonèmes seulement en C. En général, la partie voyelle de la syllabe est toujours présente, pas la partie consonne. Et la partie voyelle, elle est le plus souvent non répétée dans un phonème. Très peu de phonèmes, c'est AA. Elle est très très peu répétée dans un même phonème. Les traits initiaux, dont nous avons parlé en octobre et dont traite ce chapitre 3 de Fundamentals of Language, c'est-à-dire de phonologie et phonétique, sont des traits prosodiques. C'est le cas des voyelles. Ou des traits que l'on appelle intrinsèques, c'est le cas des consonnes. Les traits prosodiques réorganisent la différence selon le ton, la hauteur de la voix, la force, l'éclat de la voix, la qualité, la durée du son. Ils forment le modèle des autres traits. Je ne reprends pas plus ce que j'avais développé en octobre. Cela suffit à nous montrer que les registres de sonorité organisés selon des différences sensibles sont les vecteurs de la différence phonologique. Cette différence qui constitue les phonèmes, donc les syllabes, donc les mots d'une langue. Il y a trait distinctif lorsqu'il y a différence sonore sensible. Le parti tiré par Lacan de ce concept de trait est, on le sait, son utilisation pour renouveler la théorie freudienne de l'identification. Vous savez que le chapitre 7 de Psychologie des masses et analyse du moi a pour objet ce que Lacan appellera les trois identifications. Il privilégiera la deuxième, dont l'atout de Dora emprunté à son père est l'exemple princeps. Doratus comme son père. L'identification, c'est être en étant comme. Lacan définira l'identification par la prise sur l'autre, avec un grand A, d'un élément, en général corporel, plus généralement de ce qui, de l'autre, paraît. Et Lacan écrira P-A-R-E-S-T. C'est une extraction symbolique, une appropriation par ponction d'un trait. Freud dit d'un seul trait, Lacan va traduire une ère. Le trait distinctif de Jacobson, disions-nous, est devenu le trait unaire de la... Le mathème en est S1 sur S barré. Ce trait est un S1. C'est même le S1 à son état premier. Le sujet, il trouve son être. Et l'effet en est que le sujet disparaît, il est sous la barre, là,
Autrement dit, le sujet se résume pour l'essentiel à ce trait qui est un signifiant. La remarque qui s'ensuit est d'importance puisque cette articulation S1 sur S barré est certes symbolique et même un pivot de la symbolisation d'un sujet, mais au-delà de cela, c'est un état ou une stase de jouissance. Ce n'est pas une relation logique, c'est une forte partie de jouissance qui se joue entre le sujet et le signifiant unaire prélevé sur l'autre. Nous sommes donc en présence du signifiant à l'état pur que nous avions lu dans le séminaire sur les psychoses, du signifiant comme tel que nous rencontrons à chaque pas de notre approche de la langue. Je peux donc amener ici la première thèse de travail de ce soir. Le signifiant comme tel, c'est l'un, avec un grand U. C'est un de l'affirmation lacanienne « il y a de l'un » qui se profère fortement dans le séminaire ou pire et qui va être déterminante, on le sait, pour les derniers temps de l'enseignement de Lacan. L'émergence du S1, du signifiant comme tel, S1 sans S2, 1 sans 2, se produit dans une expérience de jouissance qui indexe pour le sujet son être. Si l'on fait boucle avec la production même du signifiant à partir des traits distinctifs, il est cohérent de dire que la dimension sonore prosodique des traits distinctifs est engagée dans l'émergence d'un S1 porteur de jouissance. Nous avons là une nouvelle réponse à notre question soutenue depuis plusieurs séances, celle de l'articulation du signifiant et de la jouissance. C'en est ici l'état natif. On entrevoit qu'entrent en fonction les jeux polyphoniques de la prosodie phonique, dont la langue est le concept général. En conséquence, les jeux de la langue sont l'approche même de la jouissance prise au signifiant. Après avoir mentionné cette utilisation des traits phonologiques distinctifs par Lacan dans le séminaire L'identification de 1960-61, j'en reviens à ce qui est bien connu et à ce qu'il est un peu moins concernant métaphore-métonymie. Et j'en reviens donc à cette mise en parallèle de l'instance de la lettre et de la troisième réponse de radiophonie, qui avait été un des moments initiaux de ce séminaire en automne 2018. Dans le premier volume du petit bouquin du séminaire, vous le trouverez en novembre et décembre 2018. Donc, l'analyse de métaphore et métonymie s'est faite en deux temps. En 57 avec l'instance et en 70 avec la troisième réponse de radiophonie. La métaphore, d'abord. En 1957, elle est considérée sous l'angle du plus de sens ou du plus de signification. Cela est lié à la dimension sémantique de la colonne de gauche du tableau que vous ne voyez pas. Si, on le voit maintenant. Ah, ça y est? Ah bon? Oui. Ah, vous ne l'avez pas reçu une deuxième fois? Moi, c'est-à-dire que moi, je suis branchée avec mon Non. iPhone. Je pense que ce n'est pas possible D'accord. Même avec les d'accéder tablettes. aux documents de cette façon-là. Avec les tablettes non plus. Ouais. Bon, ok. Donc, je reprends. Le fait que Lacan commence en 57
l'instance par la métaphore produit un plus de signification, est complètement lié à la notion de la métaphore dans le tableau en question, c'est-à-dire à la dimension sémantique de la colonne de gauche, et se résume, selon Jacobson, c'est la différence phonématique qui assigne un signifiant à un signifié. Mais pour que la métaphore soit équivalente à la condensation freudienne, Lacan met à profit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le registre poétique de l'œuvre de Jacobson, et nous verrons en juin que cette division entre poésie d'une part et roman de l'autre trouve un prolongement tout à fait inattendu à la toute fin de l'œuvre de Jacobson et qui nous sera très précieuse, mais nous en reparlerons. Pour le moment, je mentionne l'investissement de la métaphore et de la métonymie par Jacobson pour simplement reprendre l'essentiel de ce qui se dit dans l'instance et de ce qui est relu et réécrit dans Radiophonie. La conséquence directe de l'identification de la métaphore comme plus de sens, c'est la conception de la condensation dans l'instance en 57. Elle est équivalente à la métaphore, je vous l'ai dit, par son nom même de Verdichtung, et elle comprend la poésie. Son rôle est donc de produire du sens par substitution de signifiants étant le concept que Lacan donnera toujours de la métaphore, concept minimal. La métaphore, c'est un signifiant qui se substitue à un autre. Par contre, la production de sens se double d'une présence du non-sens, présence active, puisque c'est au fond aux frontières du non-sens que la métaphore se place pour aboutir à une production de sens. Exemple fameux chez Lacan, la gerbe du beaux endormi de Victor Hugo, dont Victor Hugo dit qu'elle n'est pas avare ni haineuse, ce qui, rapporté à une gerbe de blé, Bose est un riche moissonneur, ne veut rien dire. La gerbe ne soit pas avare ni haineuse. Non-sens. Et pourtant, cela fait effet de sens pour qualifier métaphoriquement la virilité florissante du vieillard. Ou bien, exemple majeur, bien sûr, la métaphore paternelle, qui révèle la signification phallique du désir de la mère à l'enfant. Cela fait sens, même si le phallique, support de toute signification, est aux limites du hors-sens, comme ses conséquences symptomatiques l'indiquent. En cohérence, la métaphore est, dans le texte de l'instance, le secret du symptôme. Cela est freudien. Le symptôme est un sens, qu'il soit révélation et dissimulation simultanée du sens caché, le refoulé qui ne saurait autrement se dire. Reste qu'il en est du sens du symptôme comme de la vérité en général en psychanalyse. Il est variable, il est instable, en un mot menteur. C'est que la leçon du symptôme métaphore percute sur la répétition. Freud l'a appris et nous l'a enseigné. On en vient donc, avec le Freud du deuxième chapitre d'inhibition, symptômes et angoisse, au symptôme jouissance. Ce que Freud exprime, une satisfaction restée dans les dessous. C'est cela qui se tient en support du symptôme, et non pas une signification qui n'a pas eu lieu, comme on le répète d'habitude à partir des premières traditions françaises. Parce que Lacan traduit en souffrance.
Elle a bien un lieu, cette jouissance, d'être en souffrance. À preuve qu'à partir des dessous, elle insiste et fait le nerf de la répétition. La jouissance en souffrance, tous les sens du terme, est le secret du hors-sens du symptôme, qui en rend l'approche analytique si délicate. Donc en 70, ça c'est ce qu'il y avait sur la métaphore, pour l'essentiel, dans l'instance. En 70, dans la troisième réponse de Radiophonie, nous disions dès 2018 qu'il y a, en quelque sorte, au fond, tout autre chose. La portée de la métaphore, alors, et selon Lacan, non pas tant production de sens, nous l'avions bien isolé, ce terme, que disruption du signifié par le signifiant. Comme nous venons de le voir, la métaphore flirte depuis le début avec le non-sens, le mettant au travail pour faire étincelle d'une signification nouvelle, mais risquant à tout moment d'y sombrer dans le non-sens, comme nous l'avons vu en novembre 2020 en étudiant cette fois le trait d'esprit. Mais surtout là où l'instance établissait audacieusement une équivalence métaphore jacobsonienne, condensation freudienne, la troisième réponse de Radiophonie les sépare. La condensation va porter la charge au-delà du non-sens apprivoisé dans le mot d'esprit, d'un hors-sens radical, comme nous l'avons vu avec les condensations extrêmes de la fin du chapitre 6a de l'interprétation du rêve. Mots inouïs, inédits, étrangers à leur propre langue et proches en cela du néologisme psychotique. Lacan, en mai 57, déjà dans le séminaire des psychoses, cite un de ces mots de la fin du chapitre 6a de l'interprétation du rêve, le mot dont nous avions parlé déjà, autodidasker. Et lui, il dit carrément, c'est un néologisme. C'est la même chose. Donc ces condensations extrêmes sont proches de la position du néologisme dont nous avons parlé l'année dernière ici. La formule clé de Lacan dans Radiophonie 3 à propos de la condensation, je vous l'ai déjà citée, c'est « la condensation fait le retour de l'impossible ». Là où les métaphores restaient au service du refoulement, c'est-à-dire des refoulements secondaires qui peuplent l'inconscient, avec la condensation, on a l'approche du réel et les productions contingentes se profilent dans ce voisinage du réel. Enseignement majeur qui fait de Radiophonie 3 le préambule à toute investigation de la langue. Voilà pour condensation et métaphore dans la troisième réponse de Radiophonie. Quant à la métonymie, elle y connaît une refonte encore plus radicale. Encore plus radicale que ce que disait l'instance, encore plus radicale que ce que dit Radiophonie 3 pour la métaphore. Il s'agissait en 1957, avec la métonymie, du manque, d'inscrire le manque dans l'être du sujet, caractérisé par sa relation toute éventuelle à quelque objet de désir. L'effet de la métonymie était donc un moins, là où celui de la métaphore écrivait un plus. Dans ce creux, dans ce moins, ce vide, ce manque entre les signifiants de la chaîne, se logeait le lieu d'un désir possible
pensait-on avec Lacan, dans l'instance de la lettre. En 1970, dans Radiophonie, cette orientation sur le manque laisse place à un centrement sur la jouissance. Mais d'abord, l'équivalence déplacement-métonymie est renoncée. Le déplacement est quelque chose de trop important pour qu'il soit laissé, pour la théorie de l'inconscient, pour qu'il soit laissé aux aléas du désir, à ses frénésies et à leur semblant de gouffre où le névrosé se perd et dont l'instance de la lettre déjà n'était pas dupe. Sur cette frénésie et sur ce soi-disant gouffre, je vous renvoie à la page 578 des écrits où cela est fort bien noté. Le déplacement devient dans Radiophonie 3 l'acte de fondation, la condition même de possibilité d'un inconscient. Par sa mise en substance, c'est peut-être pas Marie-Josée qui tousse. Ah bon? Non. Non, elle a pas. Pardon? C'est quelqu'un Il faut demander de couper vos micros parce qu'on entend quelqu'un qui tousse. Très Il faut fort. demander, tout le monde doit couper son micro. Vous Oui, remettez votre micro à la fin. Quand on je discute. pense que c'est madame avec qui est écrit iPhone qui a... Oui, je lui ai envoyé un message, mais visiblement, Moi aussi, j'ai envoyé un message. Aucune Il, Elle ne vous entend pas. c'est il vous. s'agit de moi? Oui, Est-ce que c'est vous vous. pouvez... Vous Moi, pouvez je tousse? Oui, Non. si, Non, Bah, bon, si. ça va, écoutez, ça suffit. mais Bon. coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, le déplacement, je disais, devient dans Radiophonie 3 l'acte de fondation, la condition même de la possibilité d'un inconscient. Par la mise en suspens de la jouissance initiale, close, autistique, un déplacement fondamental dispose ce décalage avec le réel. Ou plus exactement, avec la chose. Ou, comme le dit Freud, avec le Nebenmensch, ce prochain dont nous menace la jouissance qu'il induit, qu'il impose, et, en conséquence, tout ce qu'il provoque, tout ce que cette jouissance provoque en nous. Le séminaire d'un autre à l'autre formule cela comme l'imminence intolérable de la jouissance. C'est en rupture avec elle que l'effet sujet peut advenir. Lorsque le sujet s'applique à se distancier de cette jouissance intolérable. Là, la formule d'un autre à l'autre est majeure, parce qu'il ne s'agit plus d'interdit de l'inceste dans la coupure avec la chose, comme c'était le cas dans le séminaire. C'est une réécriture de la question de la chose et du Nebenmensch, ce passage de d'un autre à l'autre, du 12 mars 69 à la page 225. Car, ne s'agissant plus d'interdit de l'inceste, ce dont il s'agit, c'est d'une auto-rupture avec une jouissance impossible. À cette condition s'ouvre le champ des jouissances où l'inconscient peut errer. C'est surtout à partir de là qu'opère la métonymie. C'est par là que la coupure du sujet ou la coupure sujet peut accéder par le transfert
métonymique à quelque valeur. Je vous avais cité en décembre 2018 cette phrase très très complexe et je l'avais longuement développée, détaillée, commentée. Je vous la renvoie et je vous la relis, qui condense ce que je viens de dire. La métonymie, dit Radiophonie 3, opérant d'un métabolisme de la jouissance dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet, cote comme valeur ce qui s'en transfère. Phrase difficile qu'on avait décortiquée et que je viens de résumer grossièrement en vous parlant de cette coupure avec la jouissance initiale comme condition de l'inconscient. Cote comme valeur, valeur d'objet, valeur de jouissance. Je rebondis là-dessus pour avancer. La Radiophonie 3, c'est notre viatique quant à la valeur de jouissance qui gîte dans la langue et qui trouve le moyen, par là, de bousculer, de subvertir langage et structure. Voilà, au fond, ce qui se joue de la réécriture, relecture de l'instance de la lettre dans Radiophonie 3, qu'en se relisant lui-même à partir de la mise de la jouissance en position dominante dans la théorie. Or, cela, précisément, nous amène à la question, au fond, du deuxième grand aspect de l'œuvre de Jacobson lue par Lacan, sa théorie de la fonction poétique. Ça nous amène directement à cela. Plus précisément, cette question est celle de l'investissement de la fonction poétique dans le concept linguistique du langage, d'une part, et de ce que Lacan, opérant lui-même son grand tournant avec le concept de la jouissance, en a fait de cette question du langage et de son modèle linguistique. Alors, je rappelle très rapidement, en quelques phrases, avant de terminer, ce que j'ai dit en octobre dernier sur la fonction poétique jacobsonienne et ce que notre ami Guiraud a travaillé en novembre à sa façon. Donc, je vais m'en tenir simplement là à récapituler les grands thèmes et les grandes formules qui scandent la fonction poétique jacobsonienne et à quoi nous mène cette refonte de l'instance de la lettre dans Radiophonie 3. Le premier, je fais ça en 4 ou 5 points. Premier point, centrage du message sur lui-même, selon le mouvement général de l'art moderne, prenant son propre processus de production pour objet. Le deuxième point, de Jacobson, combler le vide de ressemblance entre signifiant et signifié. J'avais développé tout ça en octobre, je contente de vous en citer les grandes lignes. Et l'on glisse nécessairement au vide qui sépare plutôt le signe et la chose. Troisièmement, en conséquence, mettre en évidence, dit Jacobson, le côté palpable des signes. Ce que les plus subtils des linguistes, comme Sapir ou comme Trubetskoy, appellent symbolisme phonique pour Sapir ou harmonie vocalique pour Trubetskoy, et nous ouvrent aux synesthésies des poètes comme Rimbaud et des peintres comme Paul Klee. Pour le côté palpable des signes. Quatrième point, avec des grands novateurs comme les grands poètes et les grands peintres, Jacobson propose la piste de ce qu'il appelle une sémantisation directe de la forme phonétique. Autrement dit, les sons parlent d'eux-mêmes.
que nous avions vu l'an dernier comme résonance. La langue résonne. Enfin, dernier point, la définition en apparence difficile de la fonction poétique par Jacobson, projection de l'axe paradigmatique sur l'axe syntagmatique, deux axes de tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, que les jeux de sons viennent subvertir, désorganiser la séquence d'une phrase, d'un vers ou d'une série de vers, voire d'un poème. Ce que l'on appellera, avec Jacobson, et ça c'est la deuxième grande thèse que je marque pour ce soir, le franchissement des dualismes du langage. Dualisme son-sens, dualisme de nos deux grands axes, paradigme, syntagme, qui sont franchis par la projection du phonologique à l'intérieur de la construction de la phrase, et dualisme signifiant, signifié, subverti elle aussi. Alors que nous étions partis avec la linguistique de l'établissement solide et constructif des différences, voilà que les oppositions de base vacillent. La différence est déstructurée par la jouissance, ce qui est hautement sexuel. Il s'agit là même carrément des différences de sexe. Et l'équivoque s'impose. Équivoque dont, dans le moment de conclure un de ces derniers séminaires, Lacan dira toujours fondamentalement sexuel. Cette vacillation des axes différentiels, nous en sommes partis ce soir avec la pathologie aphasique. Je rappelais tout à l'heure le caractère agrammatique des aphasies de la continuité, de la contiguïté. Je vous l'annonçais précédemment, à la fin du deuxième volume du petit bouquin, numéro 2, notre investigation de la langue nous mène aux abords de la folie. Je vous renvoie donc à ce petit bouquin, deuxième volume du séminaire, à la page 129-130, où le dérèglement propre à la langue menait, selon les termes de l'envers de la psychanalyse, au jaillissement d'une nouvelle puissance. J'y reviendrai en juin de cette année, sans reculer devant l'approche de la folie, dans un recours renouvelé à Jacobson et à son étude ultime sur les derniers poèmes de Hölderlin. Car cela conduit à une nouvelle définition du poétique par Jacobson, dans une proximité que nous verrons enfin affirmée à la jouissance. Cela nous mènera aussi à réexaminer les antinomies de la relation du sujet au signifiant ou de l'homme au langage, dont je vous ai parlé précédemment, celle de Jacobson et celle de Lacan. C'est ce que nous mettrons à l'épreuve à partir de deux moments clés des derniers enseignements de Lacan en juin prochain. Nous allons y être préparés en mars et en mai par les deux interventions qui se sont proposées. En mars, Claire Garçon lira pour nous Khlebnikov, où le génie poétique frôle le geste premier de la création par le verbe, dans la stricte continuité de la lecture de ce que Jacobson appelait, je cite Jacobson à propos de Khlebnikov, les formules magiques incompréhensibles et les créations de Khlebnikov et de Kroutchenik. En mai, Marie Selin nous mènera vers ces moments de vacillation de l'accès au symbolique par son étude de l'autisme. Nous maintiendrons donc pendant tout ce semestre
l'enquête sur la langue sans reculer devant les limites de l'accès au langage ou les extrêmes de son usage. Puisqu'on a des amis lointains, si vous voulez qu'on cause un peu, allons-y. Que ce soit les gens de la salle, ou les gens lointains, ou les gens proches, mais pas dans la salle. Je ne sais pas si on t'a entendu là. Oui, allô? Allô? Oui, ça marche? Je disais que c'était un vaste programme que tu as énoncé pour le mois de juin. Est-ce que tout le monde entend ce que Claire a dit sur Zoom? Oui, oui. Vous entendez? Oui, moi aussi. D'accord. Oui, oui. Un vaste programme, ben oui. C'est un programme qui a pour ambition d'essayer de tirer parti de ce que Marie et toi allez dire, toi sur cette poésie d'avant-garde, une extrême portée, ce qui s'y lit dans ta réflexion, et Marie avec la question de l'accès ou non au langage et de la production parfois peut-être de l'ordre de la langue de la part des autistes, comme nous l'avons vu dans ce colloque auquel nous avons participé ce week-end. Alors, à partir de ce que vous allez dire, moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de voir comment l'approche d'un poète comme Hölderlin dans ses derniers moments, par Jacobson, un texte que Jacobson a écrit 2 ans avant sa mort, peut nous mener à quelque chose qui, dans l'ordre de la création poétique, s'apparente à ce que nous pensons de la jouissance une. La jouissance? Une. Et d'autre part, en quoi cette puissante conclusion, si on y parvient, permet de répondre aux 2 grandes antinomies du langage, chez Jacobson et chez Lacan, que j'ai citées au cours de ce premier semestre. Alors, je pense que ça nous ouvrirait à l'année prochaine pour le séminaire, conclure, je pense que ce sera notre dernière année, on verra, conclure sur ce que le concept de la langue nous amène de radicalement neuf quant à la question de la jouissance, de la structure, de la production langagière et poétique. Et de ce qu'on en fait en tant qu'analyste. Oui, si Parce l'on que veut c'est bien, on pourra essayer de parler de sa là-dessus place quand dans la même pratique. que Lacan met l'accent à la fin des années 70. C'est un point important Il met pour l'accent, Lacan. mais il ne donne pas le moindre exemple. Et il donne pas? Le moindre exemple. Si, Donc c'est à nous de le faire. j'en ai trouvé. Après, c'est à Il y a chacun, les paroles évidemment. imposées, mais enfin pas grand-chose. Après, c'est sûr que c'est à chacun. Il donne pas de mode d'emploi. Non, mais il n'y a Lacan, pas de hein. mode d'emploi. Voilà. Il y a une façon de se rompre à la langue qui nous permet d'être praticiens de cela. Ouais. Et Le c'est but de là, ce séminaire, c'est ça. Hein. et c'est là, je trouve que la question de la langue, elle prend tout son essor en fait. C'est là-dessus qu'il met l'accent, Lacan, sur la question de la langue. Oui, enfin, il met l'accent sur un peu tout ce qu'on a dit là. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, Lacan, il lâche le symbolique quand même. Hein. Ben oui, précisément. C'est-à-dire que ça nous met au voisinage du réel. Ouais. C'est le problème. Ouais. Donc, tu vois que ce n'est pas seulement la pratique au sens technique, mais c'est vers où nous mène la pratique. Et donc, ceci pour dire juste
par rapport à ce que tu as énoncé de ce que j'allais dire, disons, ce sur quoi j'ai travaillé avec Lebnikov, l'accent est mis sur la langue et non pas comment lui se situe dans la poésie russe de l'époque. Hein. Alors, à ce propos, je tiens à dire qu'il y a eu une erreur dans le mail envoyé par le bureau. Ce n'est pas en février que Claire va intervenir. C'est en mars, parce qu'en février, nous n'avons pas accès à cette salle du fait des vacances. Donc, c'est en mars, le 4e mardi de mars, que nous aurons l'exposé de Claire, et vous recevrez par mail un nouveau mail, parce que le mail qu'on vous a envoyé avait un lien pour février. Vous allez recevoir un nouveau mail pour mars. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est bien ça. Vous l'avez déjà reçu? Je ne l'ai pas reçu, moi. Il n'y a pas le lien. Non, non, on enverra un nouveau lien pour mars. Non. Ce que je pense en réalité, c'est que ce sera le même lien dont on changera la date. Mais je vous peut le confirmerai, maintenir? ce sera D'accord. la semaine prochaine. OK. Roselyne? Oui, je me posais juste une question concernant les analyses dans des langues qui ne sont pas les langues maternelles et qui fonctionnent, ça, il n'y a aucun doute. Mais ça me paraît justement un peu contradictoire avec cette jouissance sonore. Enfin, contradictoire, je ne sais pas, en tout cas, ça m'interroge par rapport à cette question. Bon, voilà, pour moi, la question n'est pas très claire. Ah non, mais c'est une des questions. Alors ça, c'était avant que nous fassions le séminaire ici, c'était lorsque nous étions à Paris 7. Nous avions une linguiste, une grammairienne belge qui venait travailler avec nous, Madame Kalinowska, et qui était d'origine polonaise, vivant en Belgique, et qui justement a animé un programme européen sur le bilinguisme des enfants européens dans leur apprentissage des langues. Elle nous avait fait quelques topos là-dessus et envoyé quelques articles. On peut essayer, si ça se trouve, c'est sur le site. Hein. On peut essayer de retrouver. Et on n'avait pas poussé la discussion plus loin, mais il serait très, très intéressant que des collègues analystes, soit qu'ils aient fait une analyse dans une langue qui n'était pas leur langue maternelle, soit qu'ils dirigent, ils mènent des analyses avec des analysants qui font leur analyse dans une autre langue que leur langue maternelle, puissent nous en parler. Ce serait très, très intéressant. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sa langue maternelle qu'il n'y a pas des effets de jouissance sonore et des jeux de mots. Mais vraisemblablement, c'est sur deux registres que l'inconscient travaille. Alors si l'un ou l'une d'entre vous voulez nous parler, voulez dire quelque chose, Simge? Simge Zilif. Merci. C'est une question pour moi aussi. Cette année, je vais écrire mon mémoire sur ce sujet-là. Ah. Oui, voilà. Donc, je pose la même question parce que je reçois des patients au CAPA en français, mais je suis turque. Donc, comment entendre la langue, la langue? Dans la clinique, c'est une vraie question pour moi. Dans notre université à Paris 7, quand on parle de cela, l'idée principale, c'était on ne peut pas l'entendre. Ce que j'ai entendu, c'est on ne peut pas l'entendre dans une autre langue. Mais je ne crois pas que ce soit comme ça. Alors, il y a peut-être Zera Eryoruk qui pourrait nous dire aussi des choses là-dessus. Ah, oui. Elle travaille aussi beaucoup sur deux registres linguistiques. Oui. Ce serait des choses à travailler. Si un jour quelqu'un voulait
ou quelques-uns voulaient se grouper pour faire un travail là-dessus, on serait très preneur. Oui, c'est une grande question aussi pour moi, puisque moi j'ai été baignée un peu dedans, en fait, dans les deux langues, français et turc. Et je fais, donc j'ai fait mon analyse c'est en français, mais je conduis des analyses en turc et en français aussi d'ailleurs. Comment dire, d'autant plus que, pour la petite anecdote, au départ, un analyste de l'IPA m'avait refusé en analyse parce qu'il ne parlait pas ma langue maternelle. Donc moi, j'ai commencé l'analyse, en fait, j'ai rencontré Lacan un peu comme ça. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée vers l'analyse, la psychanalyse lacanienne et un analyste lacanien. Parce que je cherchais vraiment quelqu'un qui m'entende, mais pas parce que voilà, j'étais en Belgique et je ne parlais que le français, puisque les Belges parlent français. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une question intéressante, mais je pense que ça va au-delà de la langue maternelle, en fait, de la langue, la première langue dans laquelle on baigne, qu'on apprend à parler. Comme vous disiez, c'est... ouais, je ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Je ne sais Mais on pas. pourra peut-être en parler. Voilà. Si certaines veulent travailler là-dessus, ce serait vraiment un beau champ d'analyse de notre pratique. Je vais y penser. Pour partager mon expérience là-dessus, j'ai Karine une, Barcati. j'ai une analysante dont la langue maternelle est l'albanais. Elle fait son analyse avec moi en français. Et régulièrement, enfin, elle a fait des études aux États-Unis, et régulièrement, quand elle ne trouve pas ces mots en français, elle me les dit en anglais. On se débrouille avec ça. Et j'insiste de temps en temps pour lui demander comment ça se dit en albanais. Et alors, des fois, ça fait flop. Enfin, ça fait ni chaud ni froid. Et puis, des fois, il y a des éclats de rire ou de l'angoisse qui se lient très nettement. Donc, la question du bain de langage, elle, elle reste présente malgré tout, alors elle-même, elle s'y prête pas. Je ne comprendrai pas. J'arrive à comprendre l'anglais, le français aussi, mais l'albanais pas. Et pourtant, j'ai trouvé que demander comment ça se dit, de temps en temps, ça a des effets. Et moi aussi, j'ai personnellement pas mal d'analysants d'autres pays, comme beaucoup d'entre nous. Et un jeu tout à fait intéressant, d'une part avec une langue tierce, parfois. Par exemple, j'ai des analysants polonais, la langue tierce, c'est l'allemand. D'autre part, avec des Roumains, avec lesquels les jeux de mots sont tout à fait passionnants à retrouver, etc., etc. Donc, je serais tout à fait intéressé, moi, à comparer mon expérience avec celle de certains autres, si on voulait faire une fois une soirée là-dessus. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Je pense, j'ai lu quelque part, je ne sais plus trop où, c'est sûrement chez Lacan, mais quand il parle de Joyce, il dit à un moment que Joyce utilise les deux langues parfois en même temps pour dire quelque chose. Oui. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas, comment dire, qu'il y a quelque chose comme ça, en fait, dans les analyses bilingues ou trilingues, où une langue éclaire l'autre, où on peut enfin, arriver à trouver, à toucher un bout de l'autre ou de la langue, de l'autre langue. Je crois qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se toucher. Et nous avons, Zéra et moi, eu l'occasion récemment de recevoir un très, très bel exposé
d'une collègue libanaise qui parlait du fait d'être polyglotte et de ce que ça représente pour l'inconscient. C'était une très très belle. Je vais lui proposer de mettre son texte sur Enotia, de nos collègues des forums au Liban. Il était tout à fait spectaculaire et plein d'ouvertures qui nous intéressent, à mon avis. Bon, bah, écoutez, merci. Alors, on se retrouve le 4e mardi de mars pour écouter Claire Garçon. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.